Ce à quoi nous assistons, c'est la mort de la guerre traditionnelle et la naissance violente de quelque chose de totalement nouveau. 3 ans, 1 million de victimes, plus de 300 milliards de dollars de puissance de feu, brûlés, détruits ou enterrés. La guerre en Ukraine est non seulement le conflit le plus documenté de l'histoire, mais aussi le plus révélateur. Chaque frappe de missile, chaque drone abattu, chaque échec tactique est filmé et diffusé dans le monde entier. Et sous ces projecteurs impitoyables, nous avons vu quelque chose de choquant. Des armes autrefois invincibles, exposées, technologies bon marché et astuces de champs de bataille dominent, drones, bombes planantes, lasers, réécrivent les règles en direct. Quelles armes sophistiquées et coûteuses se sont avérées inefficaces pour renverser la situation sur le champ de bataille? Et quelles en sont les implications pour l'avenir de la guerre? Analysons les gagnants et les perdants humiliés. En commençant par le roi du chaos sur le champ de bataille, le drone vu à la première personne. Quelques statistiques, à elles seules, racontent une histoire stupéfiante. L'Ukraine produit plus de 200 000 drones à vue à la première personne ou vus à la première personne chaque mois, avec un coût par drone allant de quelques centaines à 10 000 $ l'unité. Ces drones sophistiqués sont crédités d'avoir détruit plus de 2000 chars russes, rendant les missiles anti-chars extrêmement coûteux en comparaison. Les modèles les plus performants, tels que la série Nemesis d'Ukraine, transportent des ogives de seulement quelques livres. Bien que non conçues pour pénétrer directement le blindage. Elles larguent leurs charges sur les ouvertures ou les points faibles du char, où même des munitions légères peuvent causer de sérieux dégâts. Elles évitent souvent de percer plus de 25 mm de blindage. Mais la vraie révolution est venue avec l'intégration de l'intelligence artificielle. Le système de ciblage autonome SEKA de l'Ukraine utilise des algorithmes d'apprentissage automatique entraînés sur des milliers de vidéos de combat pour identifier et engager jusqu'à 64 types de cibles militaires russes. Bien qu'incapable de reconnaître des modèles de chars spécifiques ou les positions de l'équipage, il peut fonctionner de manière autonome dans des environnements brouillés, où les drones traditionnels sont inefficaces. Les drones ont également introduit un nouvel aspect psychologique dans la guerre. Les équipages de chars russes et l'infanterie doivent affronter le bourdonnement constant des drones qui les survolent. Ils doivent rester silencieux et immobiles pendant ce temps, au risque de devenir la prochaine cible. Des vidéos montrent des soldats russes abandonnant des véhicules en bon état au simple bruit de rotors de drones. Quand quelques milliers de dollars de composants commerciaux peuvent être neutralisés, un T-90M à 4,5 millions, la doctrine traditionnelle des blindés s'effondre. L'Ukraine innove avec les drones vus à la première personne dépassant leur simple rôle kamikaze. Les variantes Vampire Night Attack utilisent des caméras thermiques pour identifier les cibles dans l'obscurité, démontrant l'ingéniosité d'adapter des composants civils au combat. Un nouveau logiciel permet aux opérateurs de contrôler simultanément plusieurs drones, rendant possible des attaques de saturation pour submerger les défenses. Les variantes réutilisables peuvent alors larguer des grenades avant de retourner à la base, transformant ces armes autrefois à usage unique en menaces persistantes sur le champ de bataille. L'Ukraine n'est pas la seule à utiliser des drones dans cette guerre. Les composants chinois de DJI, théoriquement sous embargo, continuent à affluer vers les deux camps via des pays tiers. Alors que les drones vus à la première personne dominent les lignes de front, les drones d'attaque à longue portée ont révolutionné la guerre stratégique, ce qui leur vaut la 2e place sur notre liste. L'Ukraine a démontré sa capacité à frapper Moscou, situé à plus de 480 km de sa frontière, avec des drones de fabrication locale. Avant, seules les grandes puissances, telles que les États-Unis ou la Russie elle-même, possédèrent ces capacités. Les premières versions étaient le drone Bobar, ou Castor, de l'Ukraine, qui coûte environ 106 500 $ à produire, mais transporte une ogive de 20 kg sur plus de 960 km. Les missiles de croisière aux capacités similaires coûtent des millions, en comparaison. En 2025, l'UJ-22, Airborne, avec un moteur à essence, peut voler jusqu'à 7 heures. L'Airborne ou l'UJ-26, Boba, plus avancé, était probablement derrière une série de frappes à fort impact à la mi-janvier. En 2025, l'UJ-22 utilise la navigation inertielle avec des mises à jour par satellite, le rendant plus résistant au brouillage électronique. Certaines variantes, plus récentes, incorporeraient des profils de vol à basse altitude afin d'échapper aux défenses aériennes, malgré des détails limités. L'impact stratégique va au-delà des dégâts matériels. Chaque drone qui atteint Moscou sape le récit de l'invulnérabilité russe de Poutine. Le Kremlin a propagé l'idée que l'opération militaire spéciale en Ukraine était une conclusion inévitable. Cependant, si des dépôts de militaires russes brûlent à cause de drones indétectables, cette propagande s'estompe progressivement, menaçant potentiellement tout le régime russe tel que nous le connaissons. Les problèmes modernes ont des solutions modernes,
Ce qui nous amène à notre troisième gagnant. La guerre électronique, ou guerre électronique, est sortie de l'obscurité militaire pour se retrouver au cœur de chaque opération majeure. L'innovation ukrainienne est née de la nécessité, face au brouillage russe qui neutralisait les armes guidées par système de positionnement global. Des ingénieurs ukrainiens ont créé des systèmes anti-drones à partir de paraboles télévision et d'éléments de radio amateurs. Malgré son improvisation, le Bukovel AD a réussi à leurrer les drones russes, les forçant à atterrir en territoire ukrainien. Plus de 200 drones ennemis ont été capturés intacts grâce à ce système de 50 000 $, et le système a fonctionné pendant quelques mois. La Russie a vite déployé diverses technologies de brouillage, telles le Krasuka 4 ciblant les radars aéroportés. Le JETEL supprime les signaux satellites utilisés par la plupart des systèmes de navigation, tandis que le Laia 3 bloque les communications cellulaires, créant un mur numérique pour les drones qui en dépendent pour recevoir des instructions en temps réel. Pire encore, les unités russes Pol 21 ont fortement dégradé la précision des High Mobility Artillery Rocket System en usurpant les signaux, systèmes de positionnement global, réduisant les taux de réussite jusqu'à 60% dans les zones contestées. La guerre électronique menace de bouleverser les méthodes traditionnelles, remettant en question l'efficacité de l'équipement occidental face à cette menace. La guerre électronique est si répandue que les drones revenaient à l'analogique, utilisant des câbles à fibre optique comme lien direct entre le drone et l'opérateur. Cela réduisait considérablement la portée du drone, mais le rendait pratiquement indétectable. Jusqu'à ce que l'Ukraine présente un radar modifié, capable de repérer les drones dans le ciel et de les garder dans la ligne de mire. Les allers-retours dans la guerre électronique ont conduit les deux camps du conflit à ne plus pouvoir avancer sans ce qui est peut-être une dépendance excessive à la technologie. Ce qui fait que la ligne de front dans le Donbass est dominée par le camp qui peut la surveiller le mieux à un moment donné. Mais la Russie a aussi attaqué l'Ukraine par la mer, et l'Ukraine a repoussé cela avec le quatrième grand gagnant. Drones navals, avec pratiquement aucune marine à elle. Les attaques de drones navals de l'Ukraine ont endommagé à plusieurs reprises des navires russes, au point que la flotte de la mer Noire s'est repliée chez Sébastopol. Le Magura V5 incarne l'apogée de cette technologie à ce jour. Il a une portée de 500 miles, une vitesse maximale de 42 nœuds, et peut transporter 440 livres d'explosifs. À 273 000 $ l'unité, il est moins cher qu'un missile anti-navire et offre une capacité de reconnaissance réutilisable. Mais la véritable innovation de l'Ukraine est venue plus tard avec les drones navals anti-aériens. Une variante du Magura V5 a été trouvée avec des missiles R73 sur des plateformes stabilisées, créant ainsi une capacité mobile surface-air. À la fin de 2024, cette version aurait abattu un chasseur russe Su-30 qui tentait des attaques à basse altitude. Cette innovation forcerait la Russie à ne plus utiliser d'avions pour approcher l'Ukraine depuis la mer Noire. Le Magura V7 utilise des missiles AIM-9 Sidewinder pour renforcer les défenses de l'Ukraine. Les adaptations techniques pour développer et utiliser ces drones relèvent d'un effort remarquable et ciblé. Les terminaux Starlink offrent un contrôle au-delà de l'horizon. Les caméras thermiques permettent des opérations de nuit, et les capteurs acoustiques détectent le bruit des rotors d'hélicoptères. La polyvalence multirôle fait de chaque drone un véritable couteau suisse pour la guerre navale. Les drones navals ont permis à l'Ukraine de contrôler presque toute la mer Noire. Les drones vus à la première personne à courte portée et leurs améliorations montrent que l'Ukraine conteste la Russie sur terre, mais la Russie conteste le ciel avec notre cinquième gagnant. Bombes planantes. Le concept de base d'ajouter des ailes à des bombes conventionnelles n'est pas révolutionnaire, mais l'ampleur de leur utilisation a rendu ces armes rudimentaires étonnamment décisives. La variante la plus courante, la FAB 500 modifiée, UMPK, prend des bombes soviétiques de 500 kg et y ajoute des ailes déployables ainsi qu'un guidage système de positionnement global. Le coût unitaire est d'environ 30 000 $. Évidemment, ces bombes planantes sont moins précises que les munitions occidentales de haute précision. Une bombe planante a plus de chances de toucher à 10-15 mètres de la cible, contre 1-3 mètres pour la Joint Direct Attack munition occidentale. Quand la Russie en largue plus de 150 par jour, la précision devient moins importante. Cette solution rudimentaire est soutenue par l'économie et les mathématiques de la phase actuelle d'attrition de la guerre. La Russie a hérité d'immenses stocks de bombes de la guerre froide, avec des estimations suggérant plus de 500 000 bombes aériennes de forte puissance en réserve. Le coût pour équiper une bombe d'un kit de guidage étant nettement moindre que l'achat d'un drone iranien Shahed 136. La Russie menace d'intensifier ses attaques en déployant massivement des bombes d'eau planantes. La volonté russe de déployer des milliers de bombes planantes mensuellement rend l'interception économiquement intenable. Même si la plupart d'entre elles ratent leur cible, l'Ukraine ne peut pas prendre de risques et doit répondre aux attaques en essaim en déployant ses défenses limitées. Les systèmes patriotes et autres de haut niveau sont trop imposants et onéreux pour contrer ces attaques.
La faible force aérienne du pays surmène déjà ses avions pour patrouiller un front de 600 miles. La plateforme de lancement des bombes planantes russes optimise leur survie. Les bombardiers Sukhoi 34 larguent des bombes planantes à une trentaine de miles à l'intérieur de la Russie, laissant la bombe parcourir le reste de la distance, restant hors de portée de la plupart des défenses aériennes ukrainiennes. Les modèles plus modernes, comme le système Kometa, intègrent une technologie anti-brouillage avancée, rendant la bombe difficile à intercepter. Les contre-mesures ukrainiennes ont eu un succès restreint. La guerre électronique perturbe parfois le système de positionnement global, faisant dévier les bombes de plusieurs centaines de mètres de leur cible. Les F-16 interceptent parfois les bombardiers avant le largage des bombes. Des drones longue portée ciblent les bases aériennes pour détruire les bombardiers au sol et les dépôts de munitions, afin d'empêcher la transformation des bombes aériennes de forte puissance en bombes planantes. Mais ces victoires tactiques ne peuvent pas surmonter l'asymétrie fondamentale. La Russie a plus de bombes que l'Ukraine n'a d'intercepteurs. Cependant, l'Ukraine a reçu un autre atout pour dominer le ciel. Les avions de chasse Mirage. 2000 Français, la variante Mirage 2000-5F que l'Ukraine a reçue, excelle dans les attaques au sol de précision. Son radar RDI peut suivre 24 cibles simultanément, et en engager 8. Les missiles MIKA offrent une autodéfense contre les chasseurs russes, mais leur véritable valeur est de délivrer des munitions de précision. Les bombes guidées ASOM Hammer, les missiles de croisière système de croisière autonome à longue portée, et les missiles anti-navires Exocet transforment le Mirage en une plateforme polyvalente de précision. Depuis leur mise en service, début 2025, les Mirages 2000-0005F ukrainiens effectuent des missions de combat, principalement de défense aérienne. Leur première utilisation opérationnelle confirmée a eu lieu en mars, et bien que les détails sur le nombre de sorties et les résultats des missions soient limités, l'acquisition du Mirage améliore considérablement les capacités aériennes de l'Ukraine. Comme pour les F-16S, le nombre exact livré et combien d'autres sont attendus n'a pas été rendu public. L'excel du Mirage établit une suprématie aérienne et un déni d'accès dans certaines zones. Cela les a rendus indispensables pour les missions terrestres prolongées de colonies de l'Ukraine. L'avion a joué un rôle crucial dans les frappes de précision dans la région de Koursk, empêchant les forces russes de consolider leur position dans les villages stratégiques. Les Mirage 2000 ont opéré dans l'oblast de Belgorod, principalement dans des rôles de soutien, fournissant une protection électronique aux avions d'attaque, comme le Su-27 ukrainien, plutôt que de mener eux-mêmes des bombardements. Ces missions ont toutefois permis à l'Ukraine de projeter sa force sur le territoire contrôlé par la Russie. Mais alors que les systèmes locaux à longue portée, les bombardements aériens et les drones ont dominé le ciel et mené les efforts, c'est la terre que les deux pays cherchent à dominer. L'artillerie est indéniablement la reine de la guerre terrestre, ce qui la place paradoxalement à la fois du côté des vainqueurs et des vaincus. Au début de la guerre, la Russie possédait un avantage numérique décisif en artillerie, avec plus de 19 000 lanceurs automoteurs et tractés selon les estimations. Sa capacité de production de munitions n'a augmenté que plus tard dans le conflit, vers 2024. La Russie produisait environ 2 millions d'obus par an, avec des prévisions indiquant qu'elle pourrait bientôt atteindre 3 millions. Cela pourrait potentiellement tripler l'approvisionnement total disponible pour l'Ukraine venant des États-Unis et de l'Europe. Il a été révélé que la Corée du Nord était un exportateur essentiel de munitions d'artillerie, avec 3 millions d'obus envoyés à la Russie en seulement 6 mois de suivi des expéditions. Toutefois, les canons tractés et les positions statiques, jadis piliers de la puissance militaire, sont devenus des reliques risquées sur les champs de bataille remplis de drones. La raison est simple, l'installation d'un obusier soviétique traditionnel prend 3 à 5 minutes, et le déplacement nécessite encore 2 à 2,5 minutes. Les drones ukrainiens n'ont besoin que de 90 secondes entre la détection et l'impact. Et sur ces près de 20 000 pièces d'artillerie, la plupart sont devenues des pièces de musée lentes ou pratiquement immobiles. Cela ne serait utile que pour la défense ponctuelle, en l'absence d'opposition. Cela est illustré par l'absurdité du fait que la Russie n'arrive pas à progresser avec son artillerie. La Russie a tiré jusqu'à 90 000 obus d'artillerie en une journée, alors que la ligne de front ne bougeait que de quelques centimètres. Le besoin constant de tirer et de se déplacer met à rude épreuve les plateformes qui les abritent. Les obusiers consomment du carburant qui doit être approvisionné quelque part, et nécessitant plusieurs soldats pour effectuer chaque redéploiement. Face aux drones et à l'artillerie de moyenne portée de l'ennemi, un obusier immobile ne survivrait pas en portant ses opérateurs avec lui. Pour être franc, les armes occidentales ne sont guère plus performantes à cet égard. L'Ukraine a fait face à un problème similaire avec son stock d'artillerie soviétique, et les pièces automotrices de l'OTAN de génération précédente se sont avérées moins utiles que prévu. Le système français camion équipé d'un système d'artillerie qui a misé sur la mobilité en plus de la puissance de feu a été l'un des rares gagnants dans cette catégorie.
Les statistiques arcanes du camion équipé d'un système d'artillerie ne sont pas remarquables. Son canon de 155 mm similaire aux pièces d'artillerie modernes, a une portée de 40 km limite, avec des obus standards de l'OTAN. Cette portée passe à 56 km avec des projectiles assistés par fusée. Un magasin de 6 obus permet des tirs rapides, semblables à l'artillerie moderne américaine et russe. Mais la caractéristique clé est la mobilité. Il ne faut que 45 secondes pour passer du tir au déplacement. La plateforme à roues est plus fiable que les modèles classiques aux chenilles. Avec la navigation système de positionnement global et le contrôle de tir automatisé permettant des frappes précises avec un seul canon au lieu de batteries entières, le système est plus efficace et redoutable que jamais. L'Ukraine a exploité au mieux les atouts du César pour les utiliser dans des opérations de guérilla. Chaque César opérait seul ou avec un soutien minimal, laissant le vaste réseau de drones et de guerre électronique de l'Ukraine mener les opérations de brouillage. Les drones vus à la première personne fournissaient des données de ciblage en temps réel, éliminant l'exposition traditionnelle des observateurs avancés. Cette même focalisation sur la mobilité allait s'avérer être la chute d'un autre géant russe de la défense anti-aérienne. Le redoutable système de défense aérienne russe, S-400 Triumph, est entré en Ukraine avec une réputation terrifiante. Les brochures publicitaires affirmaient une portée de 400 km, l'engagement simultané de 36 cibles et une capacité à intercepter tout, des chasseurs furtifs aux missiles balistiques. Mais l'Ukraine a détruit ou endommagé au moins 31 batteries ou systèmes radar S-400 depuis 2022. Une seule mission a détruit 2 des batteries en Crimée, sur les 5 qui étaient auparavant estimées avoir été envoyées là-bas au début de la guerre. Les estimations suggéraient que la Russie disposait de moins de 100 de ces systèmes au début de la guerre. Même si l'on prend les estimations les plus optimistes d'environ 150 systèmes répartis entre les bataillons, en perdre 30 représente tout de même une perte importante de capacité opérationnelle. Un lanceur et ses missiles coûtent environ 200 millions de dollars à produire, ce qui pèse lourdement sur les ressources de la Russie à chaque perte de système. Les pertes sont dues à divers facteurs, principalement des défauts techniques. La longue portée du radar et du missile nécessitait des conditions météo idéales et l'absence d'interférences, ce qui est rare. Les missiles du système ont des portées variées, la plupart couvrant moins de la moitié de la portée maximale. Le radar d'un bataillon était probablement inefficace contre les drones volant à basse altitude, qui étaient la principale méthode d'attaque. Des S-400 ont aussi été détruits par des tirs d'artillerie et d'autres moyens conventionnels. Un High Mobility Artillery Rocket System aurait abattu des cibles en 2024, révélant des failles systémiques que l'Ukraine pourrait exploiter avant de passer à l'offensive. La perte des lanceurs a empiré car l'Ukraine a ciblé des dépôts de munitions contenant des missiles pour les S-300 et S-400 sans missiles de rechange. Un S-400 avancé est relégué à l'alerte précoce, pratiquement sans défense, attendant d'être détruit. Les échecs de la doctrine opérationnelle russe ont encore détérioré les capacités théoriquement impressionnantes du système. La doctrine militaire russe, héritée de l'époque soviétique, considère l'OTAN à l'ouest comme la principale menace d'invasion. Ainsi, les directives des opérations militaires ont été établies pour mener une guerre défensive plutôt qu'offensive, avec les S-400 déployés de manière prévisible. Les 2 prochains perdants peinent à s'adapter à la modernité. En 3e position se trouve le char d'assaut. Nous parlons de la catégorie des chars dans son ensemble, pas d'un modèle spécifique. La Russie disposait de 12 000 chars au début du conflit. En 3 ans, elle en a perdu 10 800. Commençons par le T-72 plus précisément, le T-72 B3. Cette variante modernisée est entrée en service en 2012 avec une imagerie thermique, un blindage réactif et des communications améliorées. Toutefois, les prétendues améliorations se sont avérées inefficaces contre les munitions d'attaque par le dessus, le blindage réactif explosif étant conçu pour les menaces horizontales et non les frappes verticales de drones. Dans certains cas, les chars ont été déployés en Ukraine sans aucun de ces composants, car la corruption et le détournement de fonds ont fait qu'ils n'ont jamais été correctement construits. Le char russe de pointe T-90M n'a guère fait mieux. La pub du T-90M mentionnait une protection avancée avec blindage adaptatif, optiques améliorées et armement perfectionné. Mais les drones, vus à la première personne, pouvaient toujours s'approcher sous des angles échappant à la couverture des systèmes de défense. La conception de la tourelle conservait une faille critique des anciens modèles soviétiques. Des munitions de rechange stockées en vrac dans la tourelle. Ce défaut, aggravé par la configuration compacte du char, signifiait que toute pénétration pouvait enflammer les munitions, provoquant des explosions catastrophiques de type boîte à surprise, ou décapitant le char en projetant la tourelle vers le ciel. Contrairement aux chars occidentaux, les chars russes n'ont généralement pas de panneaux de décompression pour rediriger les explosions en toute sécurité. Ensuite, il y a le mythique T-14 Armata qui ne s'est jamais concrétisé de manière significative malgré les démonstrations lors des défilés, depuis 2015.
La production en série n'a jamais commencé. La Russie se vantait d'en avoir 2300 d'ici 2020. Elle n'en construirait qu'une douzaine d'ici 2023. Malgré les prétendues capacités de blindage et offensives de nouvelle génération, elle restait insuffisante face aux essaims de drones. Les rares T-14 aperçus sur le champ de bataille ont disparu quelques semaines plus tard. Le désespoir dû à la perte de chars a entraîné des réactions frénétiques croissantes. Des chars T-62 des années 1960 sont apparus, en 2022 suivis par des T-55 en 2023. Ces pièces de musée étaient quasiment des canards blindés statiques, conçus seulement pour absorber un maximum de tirs, dans l'espoir que la Russie gagne sur d'autres fronts. Cependant, l'intégration de capacités de guerre électronique dans les bataillons de chars et l'introduction de drones pour la surveillance à longue distance pourraient compenser certaines faiblesses du char. Toutefois, il s'agit d'utiliser du matériel gagnant pour améliorer un perdant. Mais le plus grand perdant dans cette guerre reste l'élément humain. Pratiquement tous les aspects de la guerre autrefois dominés par l'homme ont été pris en charge par les machines. Les pilotes de drones, recrutés parmi les joueurs et formés sur des manettes, sont devenus des superstars dans le nouvel ordre mondial de la guerre. Cela a mené à de grandes victoires des deux côtés, impliquant des attaques de précision contre des escouades de drones renommées. Les avancées technologiques, comme l'imagerie thermique, ont rendu l'infanterie traditionnelle plus vulnérable en éliminant toute possibilité de dissimulation. Les signatures thermiques du corps se distinguent sur des fonds froids. Les capteurs acoustiques détectent des pas à des centaines de mètres. Les caméras de surveillance détectent l'approche des ennemis. Les mines intelligentes s'activent en détectant les humains. Chaque avancée technologique favorise les défenseurs face aux attaquants exposés. Et cela n'a jamais été aussi évident que lors de l'incursion de Koursk, où des recrues russes, mal équipées et désorientées se sont rendues par vagues. Cela révélait non seulement un échec tactique, mais aussi une rupture de communication et de commandement dans l'armée russe. La Russie aurait envoyé au front des hommes mal entraînés et équipés après seulement quelques semaines de préparation. L'incursion à Belgorod a révélé le désespoir des officiers russes qui ont contraint des recrues à marcher vers les positions ukrainiennes. Ils finissaient par être fauchés par des drones et des avions. La technologie a aussi mené à des campagnes massives d'information et de désinformation. Les réseaux sociaux diffusant des images de combats choquantes, informant les recrues potentielles de leur sort probable. Plus rapidement que jamais, le Kremlin compte sur le maintien de l'illusion qu'il subit des pertes négligeables par rapport à l'Ukraine. Si ce vernis venait à tomber, ce serait parce qu'il aurait commencé à épuiser la population directement responsable du maintien du statu quo à Moscou et dans d'autres centres urbains. L'Ukraine a réussi grâce à l'innovation, en utilisant de nouvelles stratégies et en profitant des erreurs de la Russie. Ces erreurs ont été faites car la Russie a surestimé ses capacités et sa puissance militaire. Et plus de 3 années de combats brutaux ont compressé des décennies d'évolution militaire en quelques mois. La guerre en Ukraine a montré que les stratégies et équipements du XXe siècle n'ont plus leur place dans un conflit moderne. Lorsque deux puissances militaires égales comme la Russie et l'OTAN s'affrontent, les humains pourraient ne pas être indispensables au combat. Qu'en pensez-vous ? Merci de regarder et de commenter comme d'habitude.